Hi everyone, I'm Tiffen. And I am Huda. Welcome to Vagon's 4th editions of World Cancer Day. Thank you for joining us to celebrate all together this important date. As you know, in Vigon, we are deeply committed to the fight against cancer because it's the number 2 cause of death around the globe. Vigon's slogan, Value Life, reflects our will to impact people's lives positively. Our mission is to contribute to the fight against cancer through constant innovation by offering the best solutions for patients' care and well-being. Among our solutions, we can find implantable ports, PICC lines, safety Huber needles, long-term CVCs, and closed safety systems for administration. World Cancer Day aims to save billions of lives thanks to education, raising awareness, and calling to action. According to the World Cancer Day spirit, we at Vigon want to stay positive and commit by taking local action for the improvement of cancer treatments and patients' well-being. World Cancer Day is the best way to highlight our company name in a more human way, because Vigon cares about people too, and not about business only. For our annual World Cancer Day action, we have decided to keep last year's theme, which is supporting healthcare workers taking care of oncology patients. As a medical device manufacturer, we are partners with healthcare professionals in patient care, and we are naturally joining this initiative to support them. Now, the question that you might be asking yourself is, why is this theme still relevant in a post-COVID society? Well, even after the former big COVID waves, healthcare workers are still dealing with huge workloads. They are understaffed and facing a lot of stress. Last year, we have partnered with an international sophrology academy named SophroK on a 10 sessions program that would grant oncology healthcare workers sophrology sessions. The objective was to help them to reduce their stress and anxiety, improve their general well-being, as well as their sleep. The Gustave Roussy Cancer Institute in Paris was the first hospital to benefit from these sessions. So, in the same spirit, we are very happy to announce that in 2023, we are collaborating with the Vigon France and Spain subsidiaries to deploy this sophrology program in other hospitals across the two nations. World Cancer Day is the occasion for us to raise awareness about cancer. So, today's conference will start with an interview with Dr. Thomas Grinda, who will answer our questions about cancer and the different ways to help us prevent it and do self-screening. We will also listen to the testimonies of Najet Urgini and Dr. Céline Lazzarovici-Naguera, a nurse and doctor in the Gustave Roussy Institute in Paris, who will tell us about their experience with SophroK's sophrology program. Violaine Noblet, the sophrologist who animated the sessions, will also be present and share with us her perspective on the sessions. We hope that this year we will be even more numerous to take actions to raise awareness and to show our support to the caregivers that are doing an amazing job every single day, and of course to the patients struggling with cancer. We hope you will enjoy this conference. Thank you. Thank you. Alors bonjour, moi je suis le docteur Thomas Grinda, je suis oncologue médical à Gustave Roussy et je suis spécialisé dans le cancer du sein. Donc un oncologue médical, c'est un médecin qui participe aux soins de personnes atteintes de cancer à toutes les étapes de la maladie. Donc nos missions, c'est d'abord de participer à la prévention pour diminuer l'incidence des cancers, de participer à la prise en charge des patients qui ont un cancer, que ce soit au stade localisé ou métastatique. Donc dans ce cas-là, on participe à la prise en charge multidisciplinaire avec les chirurgiens et les oncologues radiothérapeutes, et on est particulièrement impliqué dans la prescription des traitements médicaux comme la chimiothérapie, les thérapies ciblées et l'hormonothérapie par exemple. On a également des rôles dans les soins de support, c'est-à-dire les traitements qui sont en parallèle des traitements contre le cancer et qui aident à réduire les toxicités et améliorer la qualité de vie des patients. Et enfin, on a des missions de recherche pour développer et trouver des nouveaux traitements contre le cancer. Il faut s'imaginer que
le corps humain est en homéostasie. Ça veut dire qu'en permanence, les cellules se multiplient, mais sont régulées pour garder un système harmonieux. Le cancer, c'est quand, pour de multiples raisons, ces cellules vont se multiplier de façon anarchique et non régulée par le corps. Cette prolifération va mener à la formation d'une tumeur qui va devenir de plus en plus grosse, qui va envahir son environnement et à un certain point, même avoir des capacités de migration et envahir d'autres parties du corps. Et donc c'est cet envahissement et la destruction des organes qui fait que le cancer est une maladie dangereuse pour la vie. Si on regarde en France, les cancers les plus répandus sont différents pour les hommes et la femme. Si on parle d'incidence, donc c'est le nombre de nouveaux cas de cancer par an en France, on est à peu moins de 400 000 nouveaux cancers en France. Pour les hommes, le cancer le plus fréquent est le cancer de la prostate, avec à peu près 50 000 nouveaux cas par an, suivi du cancer du poumon et du côlon, avec 30 000 et à peu près 25 000 nouveaux cas. Pour la femme, c'est différent, c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent, avec 58 000 nouveaux cas par an, et suivi du cancer du côlon et du poumon, avec 20 000 et 15 000 nouveaux cas par an respectivement. C'est pas les mêmes choses après en termes de mortalité, donc ça veut dire les nombres de décès par an dus au cancer, où là pour l'homme, c'est le cancer du poumon qui entraîne le plus de mortalité, et pour la femme, c'est le cancer du sein. Alors, actuellement en France, grâce au dépistage, la plupart du temps, un cancer du sein est dépisté avant qu'il y ait un signe clinique. Cependant, il peut y avoir quand même des signes cliniques, et c'est des signes qu'on va voir au niveau du sein. Donc, c'est soit l'apparition d'une induration, d'une masse, d'une déformation à l'autopalpation du sein. Ça peut être une douleur qui est localisée. Ça peut être également une rétractation au niveau du mamelon, ou un écoulement qui peut être verdâtre ou de sang au niveau du mamelon. Également au niveau des ganglions du creux axillaire, si on sent une boule au niveau du creux axillaire, ça peut faire suspecter un cancer du sein. Bien sûr, tous ces symptômes sont des points d'appel et c'est pas dire qu'il y a forcément un cancer. Mais ils doivent mener à consulter. Alors, pour le cancer de la prostate, c'est pareil. La plupart du temps, le cancer de la prostate est uniquement dans la prostate et il ne fait pas de symptômes. C'est quand il entraîne un grossissement de la taille de la prostate et que la prostate appuie sur les voies urinaires qui crée les symptômes. Dans ces cas-là, on peut avoir une difficulté à uriner, le fait d'uriner plus souvent, le fait d'avoir une diminution de l'importance du jet et également avoir du sang dans les urines. Un cancer de la prostate peut aussi entraîner des signes sur l'éjaculation avec des difficultés d'éjaculation ou une transformation du sperme. Mais tous ces symptômes ne sont pas équivalents à un cancer de la prostate. Il y a plein d'autres maladies qui donnent exactement les mêmes symptômes, en fait, dès que la prostate grossit. Le dépistage sert à diagnostiquer au plus tôt un cancer avant qu'il ait des symptômes et que le diagnostique avec les moyens habituels. Il permet aussi d'éviter certains cancers en diagnostiquant des lésions qui sont précancéreuses et qui vont se transformer vers un cancer. Diagnostiquer un cancer tôt, ça permet d'augmenter énormément ses chances de guérison et également de guérison grâce à un traitement moins lourd et donc de diminuer les séquelles dues au traitement contre le cancer. Il y a plusieurs types de dépistage en France, enfin moyens de dépistage. Il y a le dépistage qu'on dit organisé, donc ça veut dire que c'est systématiquement proposé à la population cible. Et donc ces dépistages organisés en France sont le dépistage du cancer du sein, du cancer du côlon et du cancer du col de l'utérus. Donc c'est les dépistages que l'on connaît le mieux. Le cancer du sein est plutôt, il y a une bonne adhérence à son dépistage, mais on peut encore faire mieux. Et comment ça marche? C'est vous recevez par la poste une proposition de réaliser une mammographie
avec une échographie tous les 2 ans. Ensuite, il y a le cancer, et donc ça s'adresse à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Il y a le cancer du côlon, qui s'adresse aussi à toutes les femmes, mais aussi tous les hommes entre 50 et 74 ans. Et là, c'est pareil, on reçoit par la poste un test de recherche de sang occulte dans les selles. Et en cas de positivité, il mène à la réalisation d'une coloscopie. Et enfin, il y a le dépistage du col de l'utérus, qui est celui-ci très peu suivi par les femmes, et on peut mieux faire. Et donc celui-ci il commence à 25 ans et jusqu'à 65 ans, et c'est par la réalisation de frottis par le gynécologue, et qui a lieu tous les 3 ans initialement, puis tous les 5 ans. Enfin, il y a des dépistages qu'on dit individuels, et donc là c'est pas systématique, c'est sur proposition du médecin et avec discussion de la personne, et ça se fait selon certains points d'appel qui peuvent être des symptômes, qui peuvent être des antécédents familiaux ou des facteurs de risque personnels. Et là, les principaux sont le dépistage du cancer de la prostate, qui se fait tous les ans avec un toucher rectal et un dosage dans le sang d'une protéine qui a un marqueur de cancer de la prostate, qui est le PSA. Il y a le dépistage du cancer de la peau, c'est aller voir un dermatologue tous les ans qui va examiner toute la peau et qui se fait chez les personnes à risque, donc les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté ou qui ont des antécédents de mélanome dans leur famille. Et enfin, plus récemment, celui du cancer du poumon, qui est en cours d'évaluation dans notre pays, et qui est la réalisation d'un scanner peu irradiant, donc un scanner qu'on dit low dose, de façon annuelle. Et actuellement, il est en cours d'essai dans plusieurs lieux sur notre territoire, notamment dans notre programme à Gustave Roussy, qui est un programme interception, et qui vise à rechercher et à étudier de nouveaux types de dépistage pour améliorer le dépistage et la prévention. Donc il ne faut pas hésiter à aller se rendre sur le site pour savoir si vous êtes éligible. Pour l'autodépistage, il y a 2 cancers où c'est le plus simple. Donc déjà le cancer du sein, et cela passe par l'autopalpation. Donc ça veut dire qu'il faut palper sa poitrine, l'intégralité des cadrans de la poitrine, pour essayer de rechercher une déformation, une masse, une douleur, une induration. Et ça, on peut le faire, il ne faut pas le faire du tout, le faire tous les jours, mais il faut le faire tous les 3-4 mois, et ce qui est une bonne façon de s'auto-dépister. Ensuite, il y a la peau. Pour les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté, il faut savoir connaître ses grains de beauté et regarder sa peau régulièrement, ce qui forme un autodépistage qui est assez efficace. Alors la prévention, donc c'est tous les comportements qui visent à diminuer le risque d'avoir un cancer au cours de sa vie. Il y a des gestes à éviter. Par exemple, éviter les principaux toxiques connus, comme le tabac. Tout fumeur a un risque de 1 sur 2 de développer un cancer dû au tabac au cours de sa vie. Donc retirer le tabac est très important. Il y a limiter sa consommation d'alcool. C'est les 2 plus grands toxiques connus. Ensuite, il y a le poids. Être en surpoids est un facteur de risque d'avoir énormément de cancers, principalement le cancer du sein et le côlon. Donc éviter le surpoids est un bon moyen de prévenir son risque d'avoir un cancer. Et enfin, il y a son alimentation. La surconsommation de viande rouge et de charcuterie est associée à un risque de cancer. Donc il faut essayer d'éviter une surconsommation de ces produits. Et de l'autre côté, il y a des gestes, des comportements qui permettent d'éviter un cancer, qui sont protecteurs. Donc les gestes protecteurs sont l'activité physique. Ça a été démontré qu'avoir une activité physique 2 à 3 fois par semaine réduisait significativement le risque d'avoir un cancer au cours de sa vie. Et également une certaine alimentation. L'alimentation de fruits, de légumes, de fruits secs et de fibres permet de limiter le risque d'avoir un cancer au cours de sa vie. Au vu de l'incidence des cancers en France, il est très probable que chacun d'entre nous va être confronté, soit par soi-même, soit par un de ses proches, à un cancer. C'est encore une maladie mortelle, mais si elle est diagnostiquée tôt, on peut guérir dans la majorité des cas des cancers. Et plus elle est diagnostiquée tôt,
plus les traitements sont moins lourds et permettent une guérison avec moins de séquelles. C'est pourquoi participer au programme de dépistage est très important et primordial. Grâce à ces moyens de dépistage, on diagnostique un cancer avant l'arrivée de symptômes et on augmente énormément ses chances de guérir de ce cancer avec le moins de séquelles possible du traitement. Enfin, comme je l'ai dit, c'est avec des gestes, des comportements simples de prévention, et c'est le plus efficace, qu'on évite d'avoir un cancer au cours de sa vie. Et voilà, et pour ça, il faut vraiment éviter de fumer et essayer de lutter contre le fait d'être en surpoids, avec des comportements qui sont protecteurs, comme le fait de faire du sport et d'avoir une alimentation équilibrée. Bonjour, je m'appelle Céline Lazarovici-Najera, je suis médecin gériatre de formation. Je travaille à l'Institut Gustave Roussy dans le service d'oncogériatrie. J'ai plusieurs missions, une mission de soins avant tout auprès des personnes âgées. Dans l'Institut Gustave Roussy, nous accueillons dans un service d'hospitalisation des personnes de plus de 70 ans atteintes de cancer, tout type de cancer, et on gère les patients âgés au sein de l'Institut qui ont des fragilités. On travaille avec différents comités, que ce soit des comités d'organes ou des comités de maladies hématologiques. On prend en charge des patients avant traitement, pendant traitement, après traitement, soit en consultation, soit en évaluation avant traitement, soit les complications au cours des hospitalisations et de leur traitement spécifique. On fait de la prévention parfois, on peut faire aussi de l'enseignement, de la recherche. Bonjour, moi je m'appelle Najat Rodjini. Je suis infirmière hygiéniste dans l'établissement. Je travaille ici depuis 37 ans. Donc, j'ai un long parcours, j'étais plutôt soignante avant, j'étais infirmière, puis j'étais infirmière anesthésiste. Donc depuis 2016, je suis infirmière hygiéniste ici. Infirmière hygiéniste, ça consiste à prévenir les épidémies, à prendre en charge s'il y a des épidémies, à former les équipes sur tous les niveaux et quand il y a un phénomène épidémique et quand il n'y a pas de phénomène épidémique, de faire de la formation. Ça demande un côté pratico-pratique où il faut être vraiment sur le terrain. Ça demande aussi une partie administrative. Et cette année, elle était très particulière parce qu'on avait une participation très active dans la certification. Donc c'est vrai que c'est en ce sens-là où cette formation était vraiment très importante à ce moment-là, où on était, je pense, au niveau professionnel au summum du stress. Je suis Violaine Noblet. Après une période dans une usine de fabrication de semi-conducteurs, donc dans un grand groupe, et ensuite une période de formation dans une petite PME, j'ai eu l'occasion du coup d'observer les contraintes qui pèsent sur les salariés tout au long des organisations. Et du coup, je me suis intéressée aux relations humaines. Et je me suis, j'ai eu envie d'accompagner les personnes dans le cadre de bilan de compétences et d'évolution professionnelle. Et j'ai pu observer ce moment si particulier où les personnes prennent conscience de leurs ressources, de leurs valeurs. Et du coup, j'ai eu envie de mener un travail sur cette prise de conscience. Et tout naturellement, je suis arrivée à la sophrologie caïcédienne. Parce que la sophrologie caïcédienne, plutôt que de se limiter à des techniques de relaxation, de détente, c'est vraiment un travail sur la prise de conscience de sa valeur, de ses capacités, de ses habilités. Et comment ces habilités vont-elles être mobilisées au sein d'une organisation pour vivre mieux son quotidien. C'est justement permettre cet accompagnement qui se fait ou en individuel ou en groupe. Et cet accompagnement peut se faire ou en visio ou
en présentiel, en face à face. Et il y a aussi, en partenariat avec Sophrocaille, l'organisme international de sophrologie caïcédienne, la possibilité donc d'accompagner des futurs sophrologues et comme ça de participer à la transmission de la sophrologie caïcédienne. Moi, je connaissais en théorie, je l'ai pratiqué un peu par hasard et j'en suis très contente. Et maintenant, je le recommande parce que je pense que ça apporte un outil en plus dans la prise en charge et personnelle et pour nos patients au quotidien. Et je pense que c'est une pratique de toute façon qui dure dans le temps. Et une fois qu'on a ces outils-là, on peut les réutiliser à tout moment. Et effectivement, je recommande et je recommanderais encore une formation comme celle-ci. Étrangement d'abord, c'était rencontrer d'autres personnes de l'établissement que je ne connaissais pas. Et j'avoue que j'étais persuadée que le stress appartenait aux soignants dans un hôpital. J'étais vraiment persuadée que c'était nous les soignants face aux patients, que c'est nous les plus stressés. Et j'ai découvert des gens dans d'autres domaines qui étaient aussi, voire peut-être plus stressés que nous. Donc ça, c'était assez impressionnant de cette rencontre-là. Donc rencontrer, échanger. Donc ça aussi, ça a été important. Alors qu'au départ, en plus, j'avais des doutes un peu sur le fait que ce soit en vision, en me disant mais ce sera jamais pareil. Enfin, et puis en fait, très vite, en quelques secondes, ça passe. Donc rencontrer ces gens, échanger, c'était très bien. Et ce que ça m'a apporté, c'était déjà moi de me rendre compte qu'effectivement j'avais ce stress professionnel, mais j'avais aussi un stress personnel la balance était quand même très très lourde. Donc ça a été plutôt la gestion du stress et j'avais un gros problème de sommeil et j'ai géré l'endormissement. Alors le stress, il est assez permanent, mais ça m'a donné des outils pour mieux l'appréhender et mieux le gérer, avec des techniques assez pratiques et assez utiles, des outils qui m'aident au quotidien, surtout dans des situations complexes, dans des situations où je me trouve un peu en difficulté. Et puis ça permet aussi de transmettre à mon entourage, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau personnel aussi. Ça peut s'appliquer assez facilement. Par rapport aussi à la prise en charge de mes patients, ça me permet aussi de les informer des possibilités de ce soin de support que je connaissais avant, mais que je ne recommandais pas forcément de façon plus systématique maintenant dans certaines situations. J'apprends à respirer. Enfin, j'ai appris à respirer, donc je me sers de ce que j'ai appris pour respirer, à prendre du recul. Et puis il y a un cercle vertueux, c'est le fait d'avoir travaillé sur mon sommeil, d'avoir amélioré le sommeil. En fait, je me suis sentie moins stressée et d'avoir pu mettre en pratique même des petites techniques. Elle nous a appris de quelques minutes et de savoir de s'arrêter, de les mettre en pratique. Mais du coup, c'est vraiment le cercle vertueux. Ça s'est pas mis en place les premières séances, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis un jour, il y a eu un déclic en disant, tiens, hier j'ai dormi. Dans ma vie personnelle, ça a eu un impact sur le stress quotidien et la charge mentale qu'on peut avoir en tant que maman. Ça a permis aussi par exemple sur les troubles du sommeil, puisque j'avais pas mal de troubles du sommeil, de réduire ces troubles du sommeil, de me donner quelques petites techniques pour justement favoriser un peu mon quotidien. Au niveau professionnel, on retrouve aussi les mêmes conditions. Il y a un stress qui est assez permanent au niveau professionnel. Il y a des situations assez complexes et ça me permet d'avoir des outils et des techniques facilement utilisables et reproductibles et transmissibles aussi. C'est-à-dire que je peux aussi apporter ces techniques-là à mes patients ou à mon entourage proche, que ce soit personnel ou professionnel. Dans ma vie personnelle, le fait d'avoir amélioré mon sommeil, je pense que du coup, j'étais plus en forme dans la journée, j'étais mieux, j'étais moins stressée. D'avoir été capable de savoir prendre du recul sur les situations qu'on vivait. Le fait, c'est ce que je disais, c'était étrange, c'est de savoir qu'il y avait des personnes qui travaillaient dans d'autres endroits que moi qui vivaient le même stress, notamment par cette période de certification qui était vraiment terrible pour nous. De prendre du recul, de vivre des choses avec un peu de recul, donc moins de stress. Et puis après, c'est un cercle vertueux, ça va mieux, pareil, du coup, ça allait mieux à la maison, ça allait mieux ici.
assez rapidement, hein, on voit quelque chose qui s'installe du registre des prises de décision. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment en 10 séances, il y a des décisions qui s'installent dans leur quotidien, que ça soit un quotidien professionnel, tel qu'une meilleure gestion des priorités, la gestion peut-être, il y a eu aussi le témoignage d'une meilleure gestion peut-être de l'impatience des patients, mais aussi dans dans la vie personnelle, lorsque l'organisation de la vie personnelle vient percuter l'organisation de la vie professionnelle. Et je me souviens d'un témoignage d'une personne qui réalise que dès le matin, à la première heure du réveil, ses enfants, avec l'organisation familiale, ses enfants la stressent de bon matin. Elle a réalisé, lors d'une séance que nous avons consacrée spécifiquement sur l'organisation du temps, qu'il suffisait qu'elle prenne un quart d'heure tranquillement le matin, qu'elle s'occupe d'elle pendant un quart d'heure, et d'un seul coup, elle se rendait plus accessible auprès de ses enfants. Donc, très vite, il y a des témoignages comme ça, concrets, de changement. Et là, je viens d'échanger avec une personne qui a suivi ce cursus-là, et des mois plus tard, il en reste encore quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si les personnes s'entraînent, c'est plus présent encore, mais d'avoir fait ce travail de 10 séances permet d'avoir, dans cette conscience ordinaire, déjà la présence de ce changement qui peut se mettre en place dans divers moments de la journée.